Réélu du Congo, Denis Sassou Nguesso entame un nouveau mandat de 5 ans. Il a été investi ce 16 avril devant un parterre d'invités et de personnalités, dont le président du Faso. On en parle là dans quelques instants. Dans l'actualité nationale, la radiodiffusion télévision du Burkina ouvre ses portes au public. Jusqu'au dimanche prochain, vous êtes attendus dans les locaux de la télévision pour découvrir les conditions de travail des agents et communier avec eux. Les motifs de cette initiative vous seront donnés dans cette édition. Dans ce 20h, nous serons sur la route nationale numéro 4, précisément sur le tronçon Gounguin-Fada où les travaux de bitumage peinent à avancer. Le ministre des Infrastructures hausse le ton face à l'entreprise en charge des travaux. Constat et réaction à suivre dans quelques minutes. Retour des grandes figures sur notre petit écran. Ce soir, nous avons l'honneur de recevoir Jeanne Koulibaly. Elle fait partie des doyennes de la presse burkinabé. Elle est surtout la première présentatrice du journal radio-télévisé au Burkina Faso. C'est avec beaucoup de plaisir que je vais co-présenter avec elle le 20h de ce soir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bonsoir Jeanne Koulibaly. Bonsoir Nathalie. Alors, je vous laisse donc annoncer le premier sujet de cette édition. Merci Nathalie. Le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a assisté aujourd'hui à Brazzaville à la cérémonie d'investiture de son homologue Denis Sassou Nguesso, réélu à la tête de son pays à l'issue d'un scrutin présidentiel du 21 mars 2021. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont honoré de leur présence cette cérémonie. À l'issue de sa prestation de serment et dans son allocution, Denis Sassou Nguesso a dressé les grands axes qui seront ceux de son mandat pour les 5 années à venir. Il s'agit entre autres de la gouvernance institutionnelle et systémique, de la gouvernance économique et financière attractive et de la gouvernance sociale et solidaire. Je serai, je cite donc le président Denis Sassou Nguesso, le président de tous les Congolais sans exclusive. C'est engagé donc Denis Sassou Nguesso qui promet renforcer le rôle de l'État protecteur. En prenant part à cette cérémonie, le président du Faso traduit ainsi l'excellence des relations de coopération entre Ouagadougou et Brazzaville. On estime à quelques 3000 personnes le nombre de Burkinabés établis dans ce pays. En retour, de nombreux cadres congolais se forment ici dans notre pays, dans des universités, des écoles, et ainsi qui scellent le point entre nos deux peuples. Voilà, on reviendra certainement sur cette actualité au cours de nos prochaines éditions. Et puis le président du Faso a mis à profit son séjour pour donner les nouvelles du pays aux compatriotes vivant au Congo. Occasion pour la délégation de la diaspora de soumettre ses préoccupations à Roch Marc Christian Kaboré. Au nombre de ces préoccupations, l'absence d'une représentation diplomatique du Burkina Faso au Congo. Le point des échanges avec Olopoda. Ils sont venus de Brazzaville, Pointe-Noire et de Oyo pour prendre les nouvelles du pays. Ces représentants de la communauté burkinabé vivant en République du Congo veulent savoir davantage sur la situation sécuritaire et sanitaire de leur mère patrie. Et face à ses compatriotes, le président du Faso s'est voulu rassurant. Aujourd'hui, nous avons engagé une grande offensive opération aussi bien avec Barkhane, l'armée burkinabé, les Tchadiens, etc., pour essayer de sécuriser ce qu'on appelle la zone des 3 frontières. Je dois pouvoir dire qu'à l'Est, en tout cas depuis 2-3 jours, nous avons fait une véritable percée dans cette zone où un certain nombre de bases terroristes ont été détruites. Estimés à environ 3000, les Burkinabés vivant en République du Congo sont confrontés à d'énormes difficultés. Et cet entretien avec le chef de l'État était une occasion pour cette diaspora d'exprimer ses préoccupations qui se résument aux tracasseries et autres contraintes relatives aux documents administratifs. Nous n'avons pas de consulat. Et bon, étant donné que nous sommes assez nombreux ici, nous avons des problèmes avec les autorités congolaises. Donc nous, en tant que femmes, pour voyager avec les enfants, souvent nous avons des difficultés parce que ces enfants nés sur le territoire congolais n'ont pas de papier. Quand un Burkinabé a des problèmes, quand il y a une situation dans la communauté, nous faisons ce qu'on peut. En attendant, c'est une administration
Elle ne vient pas comme on le souhaite, mais nous avons confiance en nos autorités. Pour faciliter leur séjour en terre congolaise, ces compatriotes nourrissent l'espoir de voir un jour une représentation diplomatique, notamment la désignation d'un consul honoraire. Je suis tout à fait conscient de votre problème de consulat et nous allons œuvrer à ce que très rapidement, dès qu'on va rentrer, nous puissions définitivement solder cette question qui n'a que trop duré. Le président du Faso réaffirme ici la volonté de son gouvernement de travailler pour créer un climat prospère à l'investissement de la diaspora. Il les exhorte par ailleurs à être des ambassadeurs du pays qui les a adoptés. Le Centre africain de management et de perfectionnement, institutions inter-États vont bientôt dérouler un programme d'activité au Burkina Faso. Le directeur général de l'institution a eu une rencontre d'échange ce matin avec le Premier ministre Christophe Dabiré sur la question. Le chef du gouvernement a également accordé une audience à la coopération suisse au Burkina Faso. Ensemble, les deux personnalités ont exprimé leur perspective de cette coopération entre les deux pays. Le chef de la coopération suisse au Burkina Faso est allé discuter avec le Premier ministre d'un nouveau programme quinquennal de coopération entre les deux pays sur la période 2021-2025. Il s'agit, selon Jean-Michel Limad, d'une coopération qui touche plusieurs domaines allant de la paix au développement. C'est un programme qui s'inscrit dans les grandes orientations politiques du pays, qui prend en compte aussi les défis que le pays connaît, notamment l'insécurité alimentaire, la cohésion sociale. Et on lui a expliqué aussi un peu les orientations qui sont données dans le cadre de ce programme, en gardant notamment les aspects de développement. Donc on veut vraiment garder les acquis qui ont été réalisés ces dernières années au niveau du développement, mais en même temps prendre en considération les questions d'aide d'urgence, donc l'aide humanitaire, et la question aussi de cohésion sociale et promotion de la paix. Le Centre africain de management et de perfectionnement des cadres, CAMPC, en mission au Burkina Faso, est allé à la rencontre du chef du gouvernement burkinabé. La délégation, conduite par le directeur général du CAMPC, sollicite un soutien de haut niveau pour la mise en œuvre de ces projets. Nous sommes venus au Burkina Faso pour présenter nos programmes de formation et solliciter l'appui des plus hautes autorités du Burkina dans la mise en œuvre des différents projets que le CAMPC a élaborés dans le cadre de son plan stratégique. Et nous nous réjouissons de cette rencontre que nous avons eue avec son Excellence Monsieur le Premier ministre, qui nous a exprimé tout son soutien et qui est prêt donc à accompagner le CAMPC dans la mise en œuvre de ces programmes. Le CAMPC est une institution inter-État dont fait partie le Burkina Faso. Cette institution déroulera bientôt son programme d'activité au profit des cadres burkinabés, selon son directeur général qui se félicite d'une oreille attentive qu'il a eue auprès de Christophe Dabiré. Et c'était donc un compte rendu de Vincent Tchendrebego. À l'Assemblée nationale ce 16 avril, les députés ont adopté la loi d'orientation du tourisme au Burkina et ses textes d'application. Cette nouvelle loi permet désormais une meilleure réglementation des activités touristiques et d'hébergement. On s'attend également à plus de création de richesses dans ce secteur. Le résumé de la plénière avec Kosun Koulibaly et Aimé Solange à Djigma. Une nouvelle ère s'ouvre pour le secteur du tourisme au Burkina. La loi d'orientation du tourisme a été adoptée par l'Assemblée nationale. C'est une loi qui vise la modernisation du corpus législatif spécifique gouvernant le secteur. Elle intègre l'esprit des deux lois existantes et valorise la posture du Burkina en tant qu'État respectueux des règles édictées au niveau communautaire. Et cela va permettre également d'être en conformité avec les lois donc, au niveau de l'UEMOA. Par exemple, pour ce qui concerne les guides touristiques, on va avoir donc des formations et les mêmes types donc, de guides touristiques. Cela va permettre également d'avoir une autorisation pour ce qui est des promoteurs d'hébergement, au lieu que ce soit des autorisations qui soient données aux gérants. Le promoteur lui-même aura droit donc à son autorisation. Cette loi tient également compte des nouvelles formes d'activités touristiques et d'hébergement. Cela va permettre en tout cas non seulement d'avoir un regard sur tout ce qu'il y a comme site d'hébergement
parce qu'ils vont prendre un agrément pour pouvoir donc les ouvrir. Cela va également permettre de réglementer un peu tout ce qu'il y a comme création d'activités, notamment les hôtesses, les hôtes, etc. Et d'avoir en tout cas à pouvoir suivre un peu tout ce que ces gens font. Ça va permettre également la création de richesses parce que vous avez par exemple au niveau des activités qui vont être prises en compte, les agréments vont faire entrer donc de l'argent en tout cas au niveau de l'État, mais aussi les travailleurs vont être protégés par cette loi qui a été donc votée. La loi d'orientation du tourisme a été votée à l'unanimité des 122 votants du jour. Elle va permettre une meilleure réglementation des activités du tourisme au Burkina. C'est parti depuis ce matin pour les journées portes ouvertes de la télévision nationale. La chaîne nationale qui veut mieux se faire connaître et faire comprendre son fonctionnement aux téléspectateurs. La cérémonie d'ouverture a été l'occasion pour les responsables et les autorités de rappeler les challenges de la chaîne publique dans un contexte de concurrence. Rasmane Zoundi, Sanoa Christine Koulibaly étaient là pour immortaliser l'événement. Les yeux rivés sur les couleurs nationales, agents, responsables et invités entonnent à l'unisson l'hymne national. Le temps est ainsi donné aux journées portes ouvertes de la télévision du Burkina. La nationale de l'image et du son, qui du haut de ses 58 ans d'existence, lève le voile pour se laisser découvrir. Vous savez que les Burkinabés sont de plus en plus exigeants en matière d'audiovisuel. Ils veulent une télévision de qualité, une radio de qualité, mais il est toujours bien que ces bénéficiaires-là, les téléspectateurs, puissent venir voir dans quelles conditions nous travaillons et ça leur permettra peut-être de mieux comprendre certaines choses. Et du côté des travailleurs, c'est un appel à mieux faire. Des travailleurs qui sont appelés à resserrer les rangs, non seulement pour faire de la télévision du Burkina la chaîne la plus suivie, mais aussi et surtout celle que les Burkinabés préfèrent. En dépit de cette rude concurrence nationale et internationale, la RTB Télé reste la télévision la plus suivie de notre pays. Toutefois, ce n'est pas une place acquise définitivement. Elle est constamment mise à rude épreuve aux assauts répétés des médias et supports traditionnels où évoluent les professionnels, font venir s'ajouter les offres des réseaux sociaux numériques où fourmillent de nombreuses prestations avec plus ou moins d'état d'âme. Alors, travailleurs de la RTV Télé, ne dormez donc pas sur vos lauriers. Ce challenge, agents et responsables en ont conscience. Le pari du travail bien fait passe cependant par de meilleures conditions de travail. Il est apparu dans le discours du directeur général de la télévision une forte attente dans l'achèvement de la construction du siège de la RTB, qui est entamé à hauteur de 35%, si j'ai bien entendu le chiffre annoncé par le directeur général. Et vous savez qu'un siège moderne permet d'améliorer les conditions de travail en termes de studio, en termes de bureaux. Ça me paraît être un challenge qu'il faille accompagner. En attendant, les téléspectateurs peuvent se faire une idée des conditions actuelles de travail et des outils de fabrication de l'information et de production d'hier à aujourd'hui à travers cette exposition qui n'attend que vous. Et vous êtes attendus ici dans les locaux de la télévision du Burkina jusqu'au 18 avril prochain pour communier avec nous et s'imprégner de nos conditions de travail. L'initiative des journées portes ouvertes est saluée à juste titre par les travailleurs de la RTB. Justement, je vous invite à suivre les réactions de quelques agents qui s'expriment au micro de Adama Giti et Oumou Sissi. C'est très bien, c'est une première et vraiment, je suis vraiment content. Il faut toujours ces genres de manifestations pour que le grand public sache ce que nous faisons ici. Waouh! Vous me voyez, rien à dire. Tellement que je suis très contente. Je ne peux m'empêcher de danser. Franchement, c'est une très belle initiative. Franchement, surtout pour certains qu'on n'a pas l'habitude de voir, qui restent tout le temps derrière la caméra et autres. Franchement, c'est une très belle initiative. En tant qu'ancien, parce que je peux dire que j'ai totalisé presque 35 ans de service et que quand je vois, vraiment c'est un souvenir pour moi. Je vois aussi des anciens collègues qui sont partis à la retraite. Bientôt moi aussi j'irai à la retraite. C'est une bonne initiative parce que ça fait un retrouvailles
Et puis bon, moi en tout cas, je suis très content de voir les caméras depuis plus de 20 ans que j'ai utilisées qui sont exposées. Bon, vous voyez que maintenant tout est devenu facile. C'est pas comme au début où les bêtas ça pesait des kilogrammes, pour ne pas dire plus de 20 kilos, qu'on portait à l'épaule. Mais c'est facile. Vraiment, je me dis que c'est une bonne idée. C'est une première au niveau de la RTB, à part ce qui s'est passé avant. Mais ça, là, ça permet aux ceux qui ne connaissent pas de anciens matériels de la RTB. Il y a beaucoup d'anciens matériels que nous-mêmes qui sont ici, avant que nous, on n'ait jamais vu, si ce n'est pas aujourd'hui. Bon, grâce à ça que nous aussi, on a découvert tout ça là. Bon, moi, je trouve que c'est quelque chose de bien. En tout cas, ça fait plaisir. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens, il y a toujours des anciens qu'on a invités. Bon, on a vu tout le monde. Ça fait plaisir. Il y a des gens que j'ai fait plus de 10 ans, je les ai pas vus. Aujourd'hui, je les ai vus. C'est une très bonne chose parce que ça permet aux gens de savoir comment nous travaillons, quelles sont les difficultés que nous traversons, qu'est-ce que nous faisons tous les jours. Quand on dit la télévision, les gens pensent que c'est juste une caméra avec un journaliste et puis bon, il y a tout un tas de monde derrière, et il y a un boulot qui s'abat et puis bon voilà, c'est une bonne chose. Voilà, ça donne du baume au cœur, Nathalie Kaoré. Ensuite, il s'est tenu dans la cour de la télévision nationale une conférence publique cet après-midi donc sur le rôle et la place des médias publics dans ce contexte d'ouverture du paysage médiatique. C'est organisé donc dans le cadre des journées portes ouvertes de la télévision nationale. Cette conférence donc a été animée par le professeur Serge Théophile Balima qu'on a pu présenter et ça a été immortalisé par Roger Kam et Adi Sandamba. Une conférence publique sur le rôle et la place des médias de service public dans le paysage médiatique actuel burkinabé. Des missions assignées à ces médias, aux avantages, en passant par les contraintes rencontrées, le conférencier passe au peigne fin ce thème au grand bonheur de professionnels ainsi que d'étudiants en journalisme et communication. Et aujourd'hui, plus que jamais, les médias de service public ont bel et bien leur place dans le paysage médiatique burkinabé. Les médias ne travaillent pas tout à fait sur le même terrain. Quand vous êtes service public, vous avez une vocation plus affirmée à prendre en compte les intérêts de toutes les composantes de la population, y compris les minorités nationales. Le service public a aussi une autre vocation, c'est d'interpeller les pouvoirs publics pour qu'ils accomplissent les missions qui leur sont consignées dans leur, on va dire, dans la conduite des affaires publiques. Il faut tout simplement se réorganiser pour jouer pleinement son rôle. Comme quoi, les médias de service public doivent travailler à corriger les inégalités d'accès à l'information. Il faut produire des programmes que l'on ne trouve pas dans le secteur privé. Parce que le secteur privé vise des rentabilités généralement financières, alors que le service public doit viser une rentabilité humaine. C'est-à-dire, c'est faire la promotion de l'être humain. De nos jours, les médias de service public sont confrontés à deux niveaux de concurrence. Il y a celle intermédiaire, c'est-à-dire entre médias de nature différente, et celle intramédia qui concerne les médias de même nature. Et pour le professeur Serge Théophile Balima, les médias de service public doivent être un idéal car ce sont eux qui incarnent la pluralité d'opinions et garantissent l'intérêt général. Autre titre de l'actualité ce soir, et nous prenons la direction de l'axe Gungue-Fada sur la route nationale numéro 4. Les usagers continuent de vivre le calvaire puisque les travaux de bitumage n'avancent pas à un rythme satisfaisant. De quoi susciter le mécontentement du ministre des Infrastructures qui s'est rendu hier sur le chantier. Constat avec Aruna Kabouré et Ibrahim Sanou. Le lancement des travaux de bitumage de la RN4, la route nationale numéro 4, est intervenu le 19 septembre 2020. 7 mois après, il n'y a visiblement pas grand-chose sur le terrain. Le ministre en charge des infrastructures lui-même est venu s'imprégner de l'état d'avancement des travaux. L'entreprise a déployé sur le terrain des hommes, des conducteurs de travaux qui résident ici à Fada, mais ce sont des difficultés qui persistent, mais qui commencent à trouver réponse puisque les engins commencent à arriver sur le chantier. Donc c'est un démarrage quand même difficile. Pour l'entreprise Sintram chargée du bitumage de l'axe Gungue-Fada, il faut un temps nécessaire pour que les actions soient visibles. Ça va être dans les environs d'un mois, 1 mois et demi pour voir concrètement le travail sur le chantier. On a déjà commencé des tâches comme le traitement des pistes, les installations, parce que lorsqu'on parle des installations, ce sont des travaux qui sont intégrés au marché. Dans tous les cas,
nous prendrons nos responsabilités si ça continue de piétiner de la part de l'entreprise. Et nous leur avons bien dit, nous n'allons pas continuer à accepter indéfiniment ces insuffisances, je dirais, anormales et inacceptables de la part d'une entreprise de la taille de Sintram. Le délai imparti pour ces travaux est de 30 mois. Les difficultés de démarrage effectif résident dans l'acheminement du matériel selon l'entrepreneur. Il soutient néanmoins que les travaux de déviation ont bel et bien commencé. L'Office national de l'eau et de l'assainissement, ONEA, est à la recherche d'une formule consensuelle pour la facturation de ses clients à l'issue de 2 jours de concertation entre responsables de la nationale de l'eau, représentants des consommateurs et organisations de la société civile. C'est la formule mensuelle de la consommation sur 2 mois qui a été retenue. Cette révision vise à faire face aux difficultés liées à la gestion des abonnés et aux plaintes des clients dont le nombre est sans cesse croissant. Suivez le reportage de Maxime Zongo et Paul-David Bambara. En vue de faire face aux difficultés liées à la gestion des abonnés de plus en plus croissants, l'Office national de l'eau et de l'assainissement ONEA a entrepris d'innover. Réviser afin d'améliorer significativement ses performances, mais surtout améliorer le niveau de satisfaction de ses clients. Actuellement, il n'y a plus d'estimation. Nous relevons tous les 2 mois, on divise la consommation par 2. Et ça a un autre avantage aussi. Le client peut lui-même suivre les relevés qui sont faits pour éviter les contestations que nous avons. Le nouveau système envisagé selon le directeur général de l'ONEA permettra ainsi de minimiser les difficultés rencontrées et de renforcer la transparence recherchée. Nous allons passer par des systèmes qui consistent à venir photographier le compteur avec son index et il n'y aura plus de relevés. En ce moment, quand le client va venir, le compteur qu'on a photographié chez lui est là avec son index, il peut vérifier. C'est une satisfaction générale parce que quelque part, ça va résoudre tous les désagréments qui avaient été constatés et en ce moment, donc, le consommateur ne peut que s'en réjouir. Ce qui va donc véritablement changer foi des responsables de l'ONEA, c'est que le relevé se fera désormais sur la base des faits et non plus sur la base des estimations. Considérant que certaines factures manifestement erronées ont toutefois été distribuées aux clients pour règlement, les participants recommandent l'approfondissement du contrôle qualité interne sur le processus de facturation. Qu'un audit global du système de facturation soit mis en œuvre. Recommande également qu'un plan de communication adéquat soit développé pour permettre une adhésion du public au nouveau système de relevé et de facturation. En plus des difficultés liées à son système de facturation, l'ONEA fait actuellement des mécontents au sein de sa clientèle. On constate ces temps-ci une grande pénurie d'eau. Et pour comprendre ce qui se passe, nous sommes avec le directeur général de l'ONEA, M. Frédéric François Kaboré. Bonsoir. Bonsoir, Madame Kaboré. Alors, comme je le disais, des quartiers entiers à Ouagadougou font actuellement jusqu'à 48 heures sans la moindre goutte d'eau au robinet. Dites-nous, qu'est-ce qui se passe? Merci, Madame. Avant de commencer, je voudrais tout d'abord nous excuser au niveau de notre clientèle, au niveau de la population de la ville de Ouagadougou. Effectivement, depuis 48 heures, nous avons des difficultés de production d'eau potable. Et comme je vous disais, la ville de Ouagadougou est alimentée à partir de 2 systèmes. Le centre-ville qui est alimenté à partir du barrage de Lumbila, qui alimente la station de Paspanga pour desservir les quartiers Paspanga, Koulba, Daboya, ainsi de suite. Et nous avons 70% de la production qui provient du barrage de Ziga, qui dessert le sud et le nord de la ville. Et malheureusement, cette station connaît des difficultés d'approvisionnement en énergie électrique depuis un certain temps, depuis le mois de mars. Et malheureusement, ces 5 jours, nous sommes obligés de marcher uniquement avec le groupe électrogène suite aux coupures intempestives au niveau de ces stations. Alors, mais on sait que la période chaude avec les coupures d'électricité revient chaque année à la même période. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas vu les choses venir? Il n'y a pas eu un travail d'anticipation? Nous avons vu les choses venir parce que notre station dispose de 5 groupes électrogènes d'une puissance totale de 7950 kVA, ce qui nous permet d'alimenter correctement la ville. Et c'est ce que nous faisons depuis 5 jours. Mais ces groupes ne sont pas faits pour de la production, ce sont des groupes de secours. Lorsque ces groupes, depuis 5 jours, marchent 23 heures sur 24,
nous étions forcément 1 heure pour permettre au groupe de se rebâtir. 23 heures sur 24, naturellement, ils sont tombés en panne. Et c'est cette panne depuis 48 heures, depuis hier, que la panne est arrivée. Mais avant que le groupe ne tombe en panne, il faut dire qu'il y a 1500 mètres cubes jour par heure de production que le groupe ne peut pas prendre en charge. Donc, on a tenu 5 jours un déficit de 34 500 mètres cubes jour. Et depuis hier, un groupe est tombé en panne, ce qui a accentué le déficit d'eau au niveau de la ville. Alors, je le disais, nous sommes dans la période chaude. Est-ce que dans l'immédiat, il y a quelque chose qui est prévu pour remédier à la situation? Depuis le matin, nous nous sommes mis à la tâche. À l'heure où je vous parle, nous avons pu remettre le groupe en marche. Ça fonctionne correctement. L'eau est en train de monter. Les quartiers comme Dassasgo, Wayalgue, ainsi de suite, déjà commencent à avoir de l'eau. Donc nous pensons que nous allons profiter de la nuit pour que d'ici demain, la situation va commencer à se stabiliser. Alors vous êtes excusé auprès de la clientèle, mais il faut reconnaître quand même qu'il y a un problème de communication au niveau de l'ONEA. Pourquoi est-ce que vous ne parlez pas aux clients bien avant? Bon, je vous ai dit que c'est une coupure, c'est pas totalement une coupure en fait. D'accord. C'est de la qualité du courant. Donc nous échangeons avec notre partenaire, la Sonabel, quand ça arrive comme ça, qui essaie de voir comment elle peut faire pour nous permettre de remonter la pente. Bon, ce sont ces échanges-là que mes techniciens ont eu avec la Sonabel. Et nous, on croyait que ça allait s'arranger. Malheureusement, ça a perduré parce que la Sonabel a beaucoup de difficultés. Et c'est ça qui a fait que nous n'avons pas voulu communiquer parce qu'on se disait que ça allait s'arranger. Voilà. Alors, mais ce soir, nous avons fait passer de communiquer compte tenu de la situation. Alors aujourd'hui, les clients de l'ONEA qui sont justement concernés par ce problème veulent savoir certainement à quand la fin de leur calvaire. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour les rassurer? C'est comme je vous disais tout de suite, nous venons de rétablir les groupes qui étaient tombés en panne. Donc actuellement, la station fonctionne normalement sur les groupes électrogènes. Et nos deux ministres, le ministre de l'eau et de l'assainissement et le ministre de l'énergie et des mines se sont entretenus et des instructions ont été données de part et d'autre. Comme de notre côté, nous avons pu rétablir les groupes, des instructions ont été données à la Sonabel avant de rentrer sur le plateau. Mon collègue de la Sonabel m'a saisi pour dire que cette nuit, ils vont dépêcher un groupe de 1500 kVA à Dori pour permettre de décharger notre ligne, pour nous permettre d'avoir du courant de bonne qualité afin de repartir sur l'énergie Sonabel. Autrement dit, le problème sera incessamment résolu. Dès demain, le problème sera résolu. Merci à vous, Monsieur Frédéric François Kaboré. Merci donc d'être passé, donner des éclairages sur la pénurie d'eau constatée ces jours-ci à Ouagadougou. Je rappelle donc que vous êtes le directeur général de l'ONEA. Merci madame. Une fois de plus, qui va accepter conserver la patate chaude entre ses mains, Sonabel ou ONEA. Cela dit, le ministre d'État, lui, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, s'est rendu ce matin chez le chef de file de l'opposition politique. Une visite qui s'inscrit dans le cadre des concertations engagées par Zéphirin Diabré depuis sa prise de fonction avec les acteurs qui animent la vie nationale. L'objectif de cette visite est de partager, lui, sa vision et la vision de réconciliation nationale et surtout recueillir celle des partis de l'opposition politique. Paul-David Bambara et Sébastien Zango. Ministre d'État, ministre auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale et de la cohésion sociale, est venu expliquer ses missions et partager sa vision de la réconciliation nationale. Nourrir ma compréhension donc de la question de la réconciliation nationale, mais aussi de recueillir comme il se doit les avis des uns et des autres afin de mieux organiser et façonner donc la feuille de route qui, dans un horizon du court terme, doit donc nous mener au Forum national de réconciliation, instance solennelle pendant lequel les Burkinabés non seulement vont se réconcilier, mais se doter des instruments à dérouler par la suite pour régler l'un à la suite de l'autre des différentes questions, et elles sont nombreuses. Cette visite est aussi l'occasion d'harmoniser les vues avec les partis politiques affiliés au chef de file de l'opposition sur la question de la réconciliation nationale. Ce n'est pas seulement une histoire de politiciens, comme il a si bien dit, également au niveau communautaire, également au niveau social. Tout le mal que l'on s'est fait, toutes les plaies que les différents gouvernements successifs ont pu créer entre nous, il faudrait que l'on se regarde les yeux dans les yeux, se dire la vérité
se pardonner mutuellement et regarder comment on peut donner confiance au peuple burkinabé et construire un Burkina meilleur et un mieux vivre ensemble. Une rencontre des membres du cadre de concertation est en vue pour réfléchir sur les voies et moyens d'accompagner et réussir le processus de réconciliation nationale selon le chef de file de l'opposition politique burkinabé. Nous repartons à l'est du Burkina Faso pour évoquer ce coup de filet de la police judiciaire. Elle vient de démanteler un réseau de malfrats spécialisé dans le vol et l'écoulement de médicaments destinés à la gratuité des soins. Au nombre de 5 personnes interpellées, il y a un agent de santé. Hier à Fada, la police judiciaire de l'Est a rencontré la presse pour expliquer cette affaire. Amidou Lankwande et Aruna Amari. C'est suite à des contrôles de routine qu'un lot de médicaments a été saisi par la police judiciaire de l'Est dans une compagnie de transport. Après avis du procureur du Faso, cette saisie va ouvrir la porte aux investigations. Les investigations permettent de découvrir que les produits ont été frauduleusement soustraits du magasin de dépôt du district sanitaire de Gaïri au profit d'un certain OB, infirmier diplômé d'État et responsable d'un centre de santé et de promotion sociale dans la province de la Tapoa. Au total, 4 sorties frauduleuses de produits pharmaceutiques ont été enregistrées dans le magasin du district sanitaire de Gaïri à destination d'un dépôt privé de produits pharmaceutiques. Ces produits ont été revendus frauduleusement à 712 000 francs CFA. Pour le commissaire Jean-Guy Ilboudo, cette affaire est une partie visible de l'iceberg car le deal de médicaments destinés à la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes a débuté en 2019 entre les suspects appréhendés et actuellement aux mains de la justice. Au terme de l'enquête, 5 personnes composées de un agent de santé, un technicien et 3 magasiniers de dépôts pharmaceutiques ont été interpellés. Nous remarquons que chaque fois il y a des manques. Pour la police judiciaire, cette nouvelle affaire met une fois de plus à mal la politique sanitaire du pays. Le commissaire Iliboulo sollicite l'aide de la population afin de mettre fin au deal de médicaments dans les centres de santé de la région de l'Est pour le grand bonheur des patients. Comme vous l'avez constaté, j'ai co-présenté cette édition avec une aînée, une doyenne de la presse burkinabé. Tenez-vous bien, elle est la première femme présentatrice du journal télévisé au Burkina Faso. Bonsoir une fois de plus, Jeanne Koulibaly. Bonsoir Nathalie Kaoré. Alors, avant d'échanger avec vous, je propose aux téléspectateurs de suivre ou de revivre un bout de votre journal. C'était exactement le 7 décembre 1996. Mesdames, Messieurs, bonsoir. C'est fini les nuits atypiques de Koudougou. L'heure est au bilan. Nous retrouverons tout à l'heure notre envoyé spécial Souleymane Savadgo pour nous faire le point. Fin également de la transition militaro-civile au Niger. Le président Ibrahima Baré Maïna Sara fait ses adieux à l'armée. C'est la conséquence de la mise en place des institutions démocratiques dans ce pays. Voilà, c'était il y a 25 ans. Jeanne Koulibaly, nous avons l'honneur d'être avec vous ce soir, comme je le disais. Déjà, comment est-ce que vous vivez ce retour à l'écran ce soir? Vraiment, merci Nathalie. C'est avec une grande émotion que je renoue avec le plateau. Cet élément date d'il y a 25 ans, mais j'ai décroché du plateau il y a 20 ans maintenant pour aller occuper d'autres fonctions hors du Burkina Faso, c'est-à-dire aux États-Unis à l'ambassade. Et revenir sur ce plateau, ça me fait quelque chose, ça me fait chaud au cœur parce que je me dis que ce soir, dès qu'on m'a dit que je devais présenter, j'ai dit, ah, voilà que tous ceux qui réclamaient la tata auront l'occasion de me revoir et c'est avec une grande joie, je me répète, que je renoue avec mon plateau d'il y a 20 ans. Alors, on a préparé ce journal ensemble. Quelle est la différence entre le travail de ce soir et celui de votre époque, on dira? Ouais, vous avez remarqué tout à l'heure. Maintenant, vous avez tout. Entre vos mains, il y a le prompteur. Moi, j'ai quitté au moment où le prompteur était en train d'être installé. Tout était à la main, on écrivait au bic et puis on se débrouillait pour se documenter. Maintenant, je vois que vous tous, vous bénéficiez d'ordinateurs, des tablettes, il y a tout quoi, le numérique, tout est à portée de main. Mais il faut dire qu'à notre époque aussi, il y avait cette volonté et cette rage
qui nous animait de rendre l'information aux téléspectateurs, et surtout à ceux qui je parle à mon nom. Et pour ce qui me concerne, à chaque fois que j'étais programmé, c'était 7 jours. Et 7 jours après, bon, si vous aviez un document à produire, je me disais que du lundi au dimanche, j'avais rendez-vous avec les téléspectateurs et je n'avais pas le droit à l'échec. Pour moi, un rendez-vous, c'est un rendez-vous, il ne faut pas le louper. Et bon, s'il arrivait 2 fois, parce que les machines, nul n'est infaillible, et puis c'est la technique. S'il arrivait de temps en temps, parfois, ce n'est pas tout le temps, que nos appareils nous lâchent, quand je commande un VTR et que ça ne vient pas, à la fin du journal, tout le monde se cherchait derrière là-bas parce qu'ils disaient, oh là là, ça, elle va nous bondir dessus. Voilà, comme je me répète encore, quand je donne rendez-vous, je ne veux pas le louper. Et quand je constatais que mon journal, ça n'a pas donné, dès que j'arrive à la maison, je ne mange pas, je me prive de manger jusqu'au lendemain parce que je dis, c'est foutu, mes téléspectateurs n'attendaient pas ça de moi. Bon, comme à l'impossible, nul n'est tenu, j'ai dit, bon, voilà. Alors, première femme présentatrice du journal télévisé en son temps, comment vous avez accueilli ce défi que vous avez d'ailleurs su relever? Vous faites bien de le dire, j'étais la seule femme, mais je me considérais comme un homme. Parce que cette discrimination, chez moi, elle n'était pas négative, le genre. J'étais la seule parmi tant d'hommes, caméraman comme présentateur du journal. Et tenez-vous bien, après la conférence de rédaction à 8h30, bon, quand on n'était pas de journal, je me retrouvais, et c'était délibérément fait, je me retrouvais avec mes collègues comme Aruna Kindo, Théophane Kinda, René Ouedragouli qui était au reportage, et puis Étienne Songré et Savadgo. Bon, on allait en ville. J'étais la seule femme qui était dans le groupe des hommes. Parce que pour moi, c'était ma façon à moi de me faire accepter au sein de cette jungle, entre guillemets. Et justement, c'était dans le but justement de se faire accepter que d'aucuns vous ont surnommé la Dame de Fer. Partagez-nous quelques souvenirs par rapport à cela. La dame de fer. En effet, oui, bon, j'ai appris qu'on m'appelait la Dame de Fer. D'autres, c'était Madame Thatcher. Parce que je ne me laissais pas faire. Et toutes les missions dites difficiles à l'étranger, quand on arrivait le matin sur le tableau de reportage, mon caméraman, c'était Belem et Jeanne Koulibaly. L'autre caméraman, si je ne suis pas à Belem, je suis avec Arthur parce que on disait, celle-là, c'était la dame des missions impossibles, des missions difficiles. Et je m'efforçais justement à tirer mon épingle du jeu parce que je me suis dit, en son temps, que si mes chefs hiérarchiques, mes patrons m'ont fait confiance en m'envoyant à des missions, tel un exemple, la mission avec le président Thomas Sankara au sommet de Paris de Silva, c'était avec Belem. Et vous avez dû apprendre l'anecdote, Belem qui a donné des coups de coude à la sécurité française, et moi j'étais là. Donc, toujours en guine, dans mon guine, et puis Belem aussi dans son légendaire blouson. Bon, on me comparait aux hommes parce que effectivement je ne me laissais pas faire, et on a fréquenté à peu près les mêmes études, et je ne vois pas pourquoi, parce que Jeanne est parmi des hommes, elle va se laisser piétiner, qu'à cela ne tienne. Alors, et qu'en était-il du regard du public sur votre personne, étant donné que vous étiez la seule femme à l'époque à faire ce travail, le travail de la présentation surtout? Oui, Nathalie, après chaque présentation, bon, c'est pas tellement aisé de parler de soi-même, hein, mais après chaque présentation, en son temps, il y avait le standard. Le standard ne cessait de crépiter. Et les encouragements, les félicitations. Et moi, ça m'encourageait à aller de l'avant. Je dis, bon, encore, je n'ai pas le droit de rétrograder. Bien au contraire, il faut que j'aille de l'avant. Bon, c'est peut-être ça qui m'a fait un peu pousser les ailes. J'ai dit, bon, il faut qu'elle aille, elle fasse encore mieux, il faut qu'elle fasse davantage. Alors, et aujourd'hui, quel regard vous portez sur le travail de vos petits frères, vos petites sœurs, pour ne pas dire à vos enfants que nous sommes? C'est bien, c'est bon, mais ce n'est pas arrivé. Parce que moi, je parle toujours avec des exemples à l'appui.
À mon retour d'ambassade, quand je suis rentré, j'ai suivi le journal un jour. Et c'est pas comme ce que je voulais. Et c'était un jeune petit frère qui venait de présenter. Et moi, en toute âme et conscience, moi j'ai voulu l'approcher. Je l'ai approché pour lui donner des conseils parce que c'est notre maison, à nous tous. C'est notre maison commune. Je dis voilà, il faudra essayer, bon, dorénavant, ensuite tu dois présenter, fais ci, fais ça. Voilà le vestimentaire parce qu'il ne fait pas de la télévision qu'il veut. Parce qu'il y a la télégénie d'abord. Et contre toute attente, ce petit frère qui me dit, ah, grande sœur, vous, à votre temps là, vous êtes venus pour travailler, nous, on n'est pas venus pour regarder la Maison Blanche. J'ai dit, la Maison Blanche, c'est l'actuelle primature. Alors, allez-y comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que ce jeune était réfractaire aux conseils et aux critiques. Je dis, bon, salam fatia. Continue, mais ce n'est pas sur cette lancée-là qu'il pourra se faire une carrière à la télévision. Parce que vous et moi, en tout cas, on ne peut pas se faire de l'argent, on ne peut pas s'enrichir à la télévision, dans le journalisme. Pour qui veut construire des châteaux en Espagne, doit aller regarder ailleurs, mais pas à la télévision, dans le journalisme. Merci beaucoup, cher aîné Jeanne Coulibaly. Particulièrement, j'ai été très ravie de passer ces moments de préparation et de présentation du journal avec vous. Merci infiniment. Voilà, et merci à vous, chers téléspectateurs, qui avez suivi ce journal. Merci de votre fidélité à la RTV.